Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode des Grands Classiques, votre série de podcasts destinée à revisiter films, albums, séries ou encore livres qui ont marqué leur domaine. Pour commencer cette série, quoi de plus naturel que commencer par une œuvre qui n'est pas terminée, mais qui est déjà légendaire, le grand Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, chacun le prononce comme il voudra. Après un grand succès dans le Weekly Shonen Jump, Yu Yu Hakusho au début des années 90, Yoshihiro Togashi écrit Hunter x Hunter à partir de 1998. Adapté d'abord par la Nippon Animation au début des années 2000, animation arrêtée car elle avait rattrapé le manga, l'œuvre a été remise sur le devant de la scène grâce au travail fantastique de Madhouse à partir de 2011. 148 épisodes d'une qualité exceptionnelle, un rythme toujours juste et des OST déjà mythiques qui font de Hunter x Hunter un phénomène en Occident aujourd'hui. Des personnages comme Hisoka, Killua ou Chrollo sont devenus des symboles de la culture shonen, au même titre que les Goku, Vegeta, Luffy ou Naruto. Et ce, alors que Togashi ne nous a pas livré de chapitre depuis la fin de l'année 2018, le plus long hiatus de l'histoire du manga. Dans cette série d'épisodes consacrée aux aventures de Gon, nous revisiterons au rythme de 5 épisodes à la fois l'anime de Madhouse, tout en nous appuyant sur le manga quand il sera nécessaire de noter des différences. Nous parlerons bien sûr de l'intrigue, mais surtout de l'évolution des personnages, de l'univers de Hunter x Hunter et de la philosophie que nous enseigne Togashi Sensei. Nous commençons donc aujourd'hui par les épisodes 1 à 5, et pour cela, je serai accompagné de mes acolytes utilisateurs de Nen. Madou, comment tu vas? Ça va, on est là, hein. Un N maléfique qu'on essaie de développer, c'est le plus important. Et je suis évidemment aussi avec Chris. Comment tu vas, frérot? Moi, ça va. Au contraire de Maddox, moi, j'ai un naine plutôt doux, plutôt gentil. Le naine bénéfique. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. ça. Hunter x Hunter, les 5 premiers épisodes, c'est parti. ゴンてめえ何言ってる試験官はついてこいって言っただけだもんね。てめえどっちの味方だあねえ、君いくつ？12歳。同い年ね。やっぱ俺も走ろうっと。おー、かっこいい。俺キルは。俺はゴン。Du coup, les gars, pour commencer, je vais simplement vous poser la question chacun et essayer d'y répondre moi derrière. Quand vous avez regardé Hunter x Hunter, particulièrement l'anime la première fois, ou quand vous avez lu le manga, qu'est-ce qui vous a fait accrocher à l'œuvre? Est-ce que vous êtes tout de suite rentré dans l'univers ou est-ce que vous avez eu un peu de mal à démarrer? Chris, je te laisse répondre en premier du coup. Bah, moi, je commençais Hunter x Hunter très tôt. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir commencer par Yu Yu Hakusho avant, donc la première œuvre de Togashi. Et j'ai tout de suite accroché, quoi. J'ai commencé par la première version, je crois que c'était la 99, un peu avec les graphismes un peu bizarres, Ouais. le Hisoka avec les cheveux, il avait les cheveux orange un peu bizarres et il y avait du sang partout. J'ai directement accroché, en fait. Directement accroché au délire. C'était la première fois qu'on voyait, enfin, pour ma part, c'est la première fois que je regardais un shonen où il y avait un peu une vraie histoire, on va dire, un vrai boulot d'écriture, on va dire. Et ouais, j'ai direct accroché. Madou, toi aussi, t'as kiffé dès le début? Moi, j'ai eu un peu plus de mal à kiffer Hunter x Hunter, parce que je l'ai regardé pour la première fois très très tard, contrairement à toi, Chris. J'ai regardé en 2016, je crois, si je me trompe pas. En fait, je venais de terminer One Piece et j'étais en sang. Il fallait que je regarde quelque chose d'autre. Et moi, j'ai des potes qui m'avaient chauffé pour regarder Hunter x Hunter et j'ai commencé à regarder. Et moi, comparé à toi, du coup, j'ai eu un peu plus de mal à accrocher. J'ai commencé à accrocher à partir de l'arc Yorkshire City, parce qu'avant, je trouvais ça un peu enfantin. Mais je sais pas, peut-être que j'avais une lecture assez... Je sais pas, peut-être que je négligeais un peu le manga vu que je le connaissais pas. Et le mangaka aussi, parce que je le connaissais pas pour le coup. Mais après ça, au niveau de mes secondes revisionnages, tout ça, incroyable, incroyable. Je me suis demandé pourquoi j'ai pas kiffé les premiers épisodes et voilà. Ouais, en vrai, je suis un peu, enfin, pas comme Madou, j'ai découvert un peu plus tôt, mais j'avais, un peu comme One Piece, en fait, j'avais regardé, puis j'avais lâché en cours de route. Je sais pas trop pourquoi, mais ça arrive, tu vois. Et, et en vrai, ouais, je me suis pris le deuxième visionnage dans la gueule de fou parce que il y avait
plein de thèmes philosophiques, de choses que tu vois pas forcément la première fois que tu regardes, puisque c'est une œuvre qui est assez complexe. Et en plus, l'animé, il est assez dense, assez rapide, assez rythmé. Donc, des fois, tu loupes un peu des trucs. Et moi, c'est clairement en fait l'univers, la direction que Togashi choisit de prendre à chaque nouvel arc qui m'a vraiment entraîné dans le manga et dans l'animé. C'est chaque fois il installe un univers différent, des personnages complètement différents qui en très peu de temps il arrive à les développer et tu t'attaches à eux en fait. Et du coup, bah, c'est un petit peu, je crois que pour débuter là, parce qu'on va parler plus particulièrement du tout début, pour moi, c'est une des vraies forces de ces premiers épisodes, c'est que tu vois, en un épisode, allez, même en une moitié d'épisode, tu comprends déjà le caractère de Gon. C'est un caractère typique shonen, il est très direct, très enfantin, un peu con-con, tu vois, mais voilà. Mais en même temps, tu comprends direct qu'il va être entouré de personnages plus complexes, qui ont des motifs vraiment différents. Et même lui, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière sa personnalité. C'est pas juste un petit gosse enfantin. Et plus ça avance là dans, euh, dans l'examen pour devenir hunter et les épreuves avant, plus en fait on voit que il est étrange comme garçon. Il a des réactions directes, il est très honnête. En même temps, quand il fait des promesses, il veut que ça soit tenu jusqu'au bout des doigts. Comme c'est le personnage principal de l'aventure, bah, je suis obligé de vous demander un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes attaché à lui directement? Et est-ce que dès le début, vous avez senti qu'il y avait un potentiel vraiment grand pour son développement de personnage, alors que c'est qu'un gosse de 12 ans, quoi. Bah, Qu'est-ce je que vais tu veux prendre la... parler? Ouais, je vais prendre la parole. Du coup, bah, contrairement, on va dire, un peu, bon, si quand même, un peu dans tous les shonen, le héros principal, il arrive un peu cheaté. Mais Gon, là, il est totalement cheaté. Le gars, il a 12 ans, il est sur les traces de son père. Dès le premier épisode, on nous fait comprendre que ce mec-là, c'est un phénomène. Où il arrive sur le bateau, il sent une tempête qui va arriver de 3 heures après. Il capture le maître justement du lac de son village, de l'île de la Baleine, qui avait pas été sorti depuis 20 ans. Le dernier, ça a été son père. Et on nous fait comprendre aussi dès le premier épisode que son père, c'est un phénomène lui aussi. Donc, ouais, moi, j'ai totalement approché au personnage de Gon. De toute façon, c'est les personnages que j'aime bien, un peu comme Luffy, comme Goku, des personnages simplés, gentils. Et voilà. Ouais, ouais. Ah, ouais, Gon, c'est une bête sauvage. Il a des instincts hyper développés, puis physiquement, c'est un Ouais, monstre, hein. C'est un monstre. ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, personnellement, j'avais un peu du mal au début du manga parce que il comparait beaucoup Gon à son père. On savait pas qui c'était son père, donc je me suis dit que ça y est, son destin allait être tracé, il allait prendre le même chemin. Moi, j'aime pas trop l'idée de déterminisme comme ça, mais au final, on se rend compte que Gon, comme t'as dit, Chris, quand il attrape le poisson maître, il est cheaté physiquement, certes, mais il a une intelligence de situation qui est incroyable aussi. Parce que quand il l'attrape, il se sert de l'arbre pour l'attraper, alors que je pense que la plupart des autres pêcheurs de l'île, ils doivent juste essayer de tirer avec leurs biceps, sauf que c'est pas suffisant. Comme C'est tu as vrai. dit, il arrive à sentir la tempête qui arrive. Donc, il a une intelligence supérieure. Et même au moment, en fait, où il annonce à Mito qu'il veut vraiment partir et elle lui dit que c'est trop dangereux, tout ça, elle lui dit à la fin il ressemble à Jin. Et elle lui dit ça parce qu'en fait, il a une détermination sans faille. Et ça, j'avais un peu zappé ça comme scène, comme émotion. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'au final, on se rend compte que bah, Gon, qu'est-ce qu'il récupère de son père? Il récupère l'intelligence situationnelle, comme je l'ai dit. Il est trop fort alors qu'il a même pas travaillé, quoi. Et il récupère aussi sa détermination. Et ça annonce quelque chose d'incroyable. Ouais, de ouf. De ouf. Et t'as dit, Chris, c'est vrai, enfin, physiquement, il est surhumain par rapport, bah, déjà dans le monde dans lequel il évolue. Genre, il défonce tous les adultes et tout. Puis d'ailleurs, enfin, ceux qui passent l'examen Hunter, encore plus ceux qui vont avoir le badge et tout, tu sens que c'est déjà des monstres et tout, rien que pour les épreuves, pour arriver jusqu'à l'examen. Puis après, il court pendant 70 kilomètres. Enfin, c'est des dingueries, tu vois. Mais ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que dans beaucoup de shonen, tu as un petit peu
des systèmes, on va dire, de puissance qui sont mis en place dès le début, ou en tout cas des choses un petit peu qui sont pas rationnelles. Donc, dans One Piece, dès le début, t'as pas le haki, mais t'as des fruits du démon, tu vois, des trucs un petit peu étranges. Dans Dragon Ball, t'as tout de suite le ki qui va être mis en place avec des Kamehameha, des trucs comme ça, tu connais pas. Et dans Hunter x Hunter, au début en tout cas, parce qu'après il y a le Nen qui va arriver, t'as juste l'impression que c'est des mecs normaux, quoi. Mais simplement, ils ont des réflexes surhumains, ils sont hyper puissants physiquement. Et quand tu vois Hisoka au début, ou même d'autres persos qu'on verra plus tard, et tu te dis, ou Satoth, qui a vraiment des réflexes de fou malade, le juge, là, tu te dis, en fait, ils ont pas l'air d'avoir des trucs particuliers, mais Dessous, ouais. tu te rends compte que c'est un monde où il y a vraiment une différence entre justement les hunters, les gens, l'élite, tu vois, et le reste du monde, sans avoir forcément de pouvoirs spéciaux, quoi. Mm. Ouais, carrément. Et là, on peut rebondir sur qu'est-ce que le métier d'hunter. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler là tout de suite. De Et fou. moi, il y a une phrase qui m'a marqué. C'est la première phrase qu'on entend dès le début avec l'OST Mysteryland, qui est Ouais. une OST incroyable. Le mot inconnu dégage quelque chose de magique et certains individus extraordinaires sont attirés par cette force. On appelle ces gens des hunters. Et de dos, on voit des hunters qu'on connaît très bien et qui nous manquent, quoi. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais bref, cette phrase-là, en fait, quand on recommence le manga, elle met une claque parce que en fait, elle pose les bases du manga et il y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'objectif comme dans One Piece. Trouver le One Piece quand Gold Roger dit j'ai laissé mon trésor donc faut aller le trouver, ou dans Naruto je veux devenir Hokage. Là c'est on nous On rentre dans présente une les hunters comme aventure. voilà, c'est ça, une aventure, mais on sait pas où elle va aller, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Parce qu'on nous parle juste d'inconnu, mais on sait pas ce que c'est que l'inconnu. Ça peut faire référence à tout. Et donc, on s'attend pas à ce qui arrive à la fin, et bref. Incroyable. C'est vrai. Mais justement, ça, c'est un peu la marque de fabrique de Togashi, on va dire. Parce que je sais pas si vous avez vu Yu Yu Hakusho ou Moi, pas, j'ai mais dans commencé, Yu Yu ouais. Hakusho, c'est un peu le même système, quoi. C'est un mec comme ça. Du jour au lendemain, il se retrouve je crois qu'il meurt, il se retrouve à mourir comme ça, du jour au lendemain. Non, non, il meurt pas, qu'est-ce que je raconte? Il se retrouve à devoir chasser des démons. Et tu sais pas où ça va aller. Mm. Tu sais pas où ça va aller. Et... Du coup, ça laisse Togashi vachement libre, en fait, d'écrire ce qu'il veut, quoi. Exactement. Et bah ouais, parce que, enfin, en soi, Hunter, c'est marrant qu'il ait choisi ce mot-là, parce que c'est parfait pour décrire le fait que, au début, on sait pas trop si c'est des aventuriers ou juste des gens super forts qui ont envie de. Mais tu vois, quand tu croises quand tu rencontres les trois personnages principaux et que le capitaine il leur demande c'est quoi votre but, pourquoi vous devenir Hunter. Tu vois, dans plein d'histoires, tu as un but genre unique. Dans One Piece, en général, les pirates, ils veulent être roi des pirates. Dans Dragon Ball, c'est je veux devenir fort. Genre, il n'y a même pas d'objectif, c'est je veux pouvoir sauver ma famille, je sais pas quoi. Et là, tu as un mec, genre Leorio, je veux de l'argent. Genre, c'est un objectif de fou malade quand tu penses. Le mec, il dit je veux juste de la thune. Kurapika, il dit moi, je veux être chasseur de tête, je veux prendre ma revanche et être hunter, ça va me donner accès à des informations et tout. Et Gon, il dit juste, ouais, moi, je sais pas trop pourquoi je veux le devenir, mais vu que mon daron, il fait ça, ça a l'air stylé, quoi. Et tu te dis, mais on s'embarque dans des aventures où ces gens-là, ils vont être tellement différents que dans un même statut, donc de hunter, des gens exceptionnels, il peut y avoir n'importe qui. Et dans la suite du manga, tu vas avoir vraiment, bah, pour le coup, n'importe Ouais, qui. c'est Avec des Hisoka, des Illumi, des Netero, des Beans, des Jin. Et c'est juste des gens exceptionnels, mais en soi, ils ont rien en commun, ils peuvent même s'affronter. Et je trouve que le fait d'avoir trouvé ce truc pour rassembler des personnes fortes dans une œuvre, mais en même temps leur donner des objectifs contradictoires, c'est trop intelligent en fait, c'est trop bien fait. C'est ça que j'ai bien aimé de sa part, c'est que dans une œuvre où justement il n'y a pas un but fixe, on voit vraiment qu'il y a une ligne directrice quoi, qui est suivie. Il y a toute une ligne directrice qui est suivie tout au long du manga. Et les bases, elles sont posées dès l'épisode 1 en fait. Il y a des notions que tu vois dans l'épisode 1 qui vont être reprises dans l'épisode 148. Quand on parle notamment de la notion de choix, dès l'épisode 1, on parle de la notion de choix, devoir faire un choix entre certaines choses, et puis plus tard, tu Épisode 2. dans le manga, dans l'épisode 2, c'est vrai, pardon. Mais t'as raison. Et après, dans l'épisode 145, tu te retrouves, les personnages se retrouvent à devoir faire des choix qui sont pas possibles.
C'est ouf. Ah ouais, des choix où tu dois abandonner ton fils ou ta fille, tu dois choisir qui sauver. Ouais. Et c'est exactement ça, il l'a très bien illustré. C'est super bien fait. Et je trouve que, Pierre, ce que tu as dit, ça s'illustre aussi parfaitement, et encore plus même avec le fait il est décidé de mettre en place plusieurs protagonistes dès le début. Le fait qu'il ait mis plusieurs protagonistes dès le début, ils ont chacun un but différent, mais au final, des fois, ils vont faire du chemin ensemble pour atteindre leur but, leur objectif, tout ça. Et tu vois, en fait, ça nous cantonne pas juste à une seule histoire, ça nous permet d'avoir plusieurs chemins à suivre, on sait pas où ça va, et c'est ça qui est super lourd aussi, je trouve, personnellement. Ouais, c'est J'ai kiffant. C'est kiffant. Vas-y, Chris. j'ai une petite interrogation. Ouais. C'est au début du manga, ou même, je pense, on peut même prendre jusqu'à Yorkshire City. Est-ce que vous voyez un antagoniste? Alors, vas-y, je vais essayer de répondre. Je pense que l'antagoniste, ça reste Hisoka dans les 2 premiers arcs, mais c'est pas le méchant. C'est un personnage principal en fait. C'est pas un ennemi parce qu'il affronte jamais ni Gon, ni Kurapika, ni Leroyo. Enfin, Kurapika il l'affronte, mais il se bat pas contre lui. C'est pas sérieux quoi. Mais je pense que ça Ah, reste. il met une Ça... branlée à Léolio aussi. Ouais, mais je veux dire, tu vois, après, c'est dans les règles en même temps de l'examen, tu vois. Donc, il Bien les sûr, bien affronte sûr. pas pour des raisons genre égoïstes, Mm, c'est juste qu'il doit mm, le faire, tu vois. mm. À part Gon, envers qui on voit qu'il a déjà une attraction un peu étrange, tu vois. Mais sinon, il fait juste, Étrange. et lui, il fait juste ce qu'il faut pour devenir Hunter et terminer, tu vois. Il s'en bat les couilles. C'est Comme tout le c'est monde, vrai en que fait. c'est pour ça que j'ai du mal à le voir comme un antagoniste, comme on a tous connu dans les shonen, quoi, comme un Freezer, comme un Kaido, ou des trucs dans le genre. Ouais, c'est vraiment un personnage principal. Comme après, on aura des Crollo, on aura des Meruem, ou comme on va voir le monde de leur point de vue. Et que, en fait, je crois que c'est vraiment un des mangas où tu as le plus de froideur, en fait, dans simplement l'idée que les gens, ils suivent leurs intérêts. Ils font ce qui est bon pour leurs intérêts. Et du coup, il n'y a pas de morale qui rentre en jeu. Genre, ce que fait Hisoka, c'est mal. Ce que fait Crollo, c'est bien ou c'est mal. C'est juste que chaque personne agit selon sa nature et selon ses intérêts. Et à partir de là, ben, ils s'affrontent de temps en temps. Des fois, ils sont alliés, des fois, ils sont ennemis. Mais du coup, ça permet de brouiller les frontières et c'est kiffant parce que quand on voit Gon devenir le méchant, entre guillemets, à la fin, ou en tout cas tomber Mm. du côté sombre, quoi, ben, on se C'est dit, mais en obscur, fait, ouais, clairement. voilà, on se dit, en fait, Gon, c'est notre héros, mais depuis le début, il a pas vraiment, il agit pas comme un héros. C'est juste que c'est vers lui que Togashi se concentre et dont on parle le plus. Mais il fait pas des trucs héroïques, tu vois, il sauve personne. Et je trouve que c'est vachement intéressant de ne pas mettre sur un piédestal des personnages dès le début. Et là, les premiers épisodes, c'est super bien fait. Ouais. Bien sûr, Kurapika aussi, quand on voit dans l'arc Yorkshire City, il est prêt à tout pour attraper un membre de la brigade. C'est exactement comme Gon à la fin. Là, il y a plus de héros qui rentrent en jeu. Mais Hisoka, moi, je le vois quand même comme un antagoniste, un peu comme Pierre, je suis d'accord. C'est un peu un antagoniste je dirais, selon moi, à la Barbe Noire dans One Piece. En fait, on sait que c'est le méchant, mais on sait que c'est pas le méchant final, quoi. Et je trouve ça intéressant parce qu'en soi, comme on a dit tout à l'heure, ils ont tous des objectifs différents, donc leur chemin, ils se croisent. Quand ils veulent céder, ils cèdent. Quand ils veulent pas céder, quand on veut pas répondre au téléphone, on répond pas parce qu'on a autre chose à faire, comme à la toute fin du manga, bref, on n'en parle pas, on en parlera plus tard, mais c'est exactement ça, en fait. Dès que les chemins se croisent, ils se croisent. S'ils se croisent dans ton intérêt, ils se croisent dans ton intérêt. Sinon, ben voilà. Plusieurs histoires différentes à chaque fois. Mm. C'est ça qui est incroyable. Franchement, c'est une belle façon d'introduire plein d'histoires différentes, aussi d'enlever certains personnages de certains arcs et ne pas les rendre nécessaires pour que le manga soit bon. Et c'est très bien fait de la part de Togashi. J'aurais aussi voulu, moi, parler un petit peu de du coup, l'examen en lui-même. Enfin, là, on a les épreuves pré-examen, puis le début de l'examen avec la course quand il faut suivre Satotsu. Et moi, ce que j'ai noté, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que c'est un examen de fils de pute, en fait. Hein. C'est un examen où l'objectif numéro 1, c'est la tromperie, c'est d'égarer les candidats, c'est que le moins de monde possible le passe, c'est que détruire des gens psychologiquement et physiquement. Et plus on avance dans l'examen, plus tu vois, on est dans un univers shonen de base quand même. Mais là, quand ils arrivent dans les marécages et tout, il y a des mecs qui se font bouffer, il y a des mecs qui crèvent, et
tu vois, des mecs qui se font humilier, qui se font buter par Hisoka, etc. Et ça, tu sais, tous les gens autour, tous les candidats, pour eux, ça a l'air d'être normal. Et du coup, en quelques minutes, en quelques épisodes, Togashi, il installe un monde où tuer pour son intérêt, c'est normal. Si on passe l'examen et qu'on est prêt à crever, on peut mourir. Tout le monde s'en bat les couilles, ça n'intéresse personne. On ne va pas y passer 10 heures. Et en gros, ça donne un univers où, en lien avec le statut de Hunter, les faibles meurent et seuls les forts peuvent survivre et atteindre leurs intérêts dans ce monde un petit peu malsain, quoi. C'est vrai, moi, il y avait un point justement qui m'avait pas mal interrogé justement sur l'examen d'Hunter, c'est que pendant l'examen, tu vois des gens mourir, c'est la mort. Il y a quand même un gars qui a participé 37 fois. Tombe pas sa main. Dont 30 fois d'affilée. 30 fois d'affilée. 30 fois d'affilée, tu vas te battre contre des hommes singes, Et il est pas mort. Et il est pas mort. Il est pas mort, ça faut le souligner. Il est pas mort. Mais c'est après, c'est revenu au sérieux, au niveau de l'examen, on se rapproche beaucoup. Je sais pas, je sais pas lors de parution comment ça s'est fait, mais on s'est pas mal inspiré de l'examen des Chunin, quoi. Ouais. On retrouve à peu près les mêmes épreuves où tu as une épreuve un peu psychologique, une épreuve physique, tu as une épreuve de combat au final. On se rapproche pas mal de l'examen des Chunin par rapport à ça. Ouais. C'est vrai. Et t'as parlé du marécage. Le marécage, c'est terrible. C'est une vraie hécatombe. Ils arrivent, ils sont 400, ils perdent 220 personnes, quelque chose comme ça. C'est terrible, c'est une hécatombe. Mais en soi, moi, je trouve, ayant vu le manga, quand tu le vois pas la première fois, tu peux te dire, ouais, vas-y, c'est terrible et tout. Ils sont sans pitié. Ils veulent rendre les hunters sans pitié pour voir s'ils sont capables de survivre. Mais en soi, quand t'as vu le manga et que tu connais l'état d'esprit de Netero, tu sais que c'est un mec qui aime bien jouer de ouf. Tu sais que l'examen Hunter, il pose une polémique de ouf parce que dans le dernier l'arc de l'élection du président, la plupart des candidats, ils parlent de ça pour dire qu'ils veulent modifier, ils veulent réformer exactement, chercher le mot, l'examen Hunter. Et au final, tu te rends compte que Netero, c'est un mec, il a combattu contre le grand-père de Zeno. Il est allé dans le continent maudit. Donc forcément, c'est un mec, je sais pas, son état d'esprit, c'est un truc de malade. Et pour lui, les Hunters, ce serait un petit peu on va pas dire ses vassaux, mais ça pourrait être ses collègues à un moment, parce que quand on voit dans l'arc Chimera Ant, il embarque deux Hunters avec lui, Nove et Morao. Et Morao-san. Et pour lui, je pense que l'examen Hunter, il devait servir à former que des mecs très très solides mentalement, physiquement, stratégiquement, parce que c'est sa maison, quoi. Et il devait avoir des mecs comme ça pour pouvoir les envoyer au front. Ouais. Et en soi, moi, c'est pour ça que maintenant, avec ayant revisionné là pour le coup la 5e fois les 5 premiers épisodes, ça me choque plus que l'examen Hunter il soit comme ça pour le coup. Quand tu connais le monde, en fait, tu te dis, ouais, c'est normal, parce que c'est un monde cruel et sans pitié, tu vois. Mais c'est vrai que la boucle, elle est bien bouclée à la fin, parce que c'est un grand sujet de l'élection sur le fait que Netero, il méprisait les faibles. Alors que toi, depuis le début du manga jusqu'à ce qu'il meure, tu te fais une idée de Netero en mode, c'est le GOAT, tu vois, c'est incroyable. C'est super gentil. C'était le meilleur président du monde. Sauf qu'au final, c'est juste un mec qui respecte que les forts, tu vois. Et quand il emmène les Hunters chez les Chimera Ant, il dit, je peux pas me permettre d'emmener des faibles. Quand il affronte Gon et Killua dans l'aéronef, on le verra dans le prochain épisode ou dans 2 épisodes, il veut juste les affronter parce qu'il se fait chier. Il a envie de leur montrer qu'il est trop fort. C'est même pas pour tu vois, lui, il se fait chier. Il se dit, tiens, je vais leur montrer que c'est des sous-merdes et que moi, je les domine avec un pied et une jambe. C'est même pas pour les entraîner ou quoi, bien sûr. Et c'est vrai que quand tu te dis l'examen, et qu'après ils vont le réformer, ça se trouve ils vont faire un truc complètement différent où ça va pas être des épreuves de survie, ça pourrait être des épreuves où faut que ça soit des hunters un petit peu plus, je sais pas moi, en mode attentionnés, mode des héros de My Hero Academia qui soient capables de sauver des gens, un petit peu plus responsables et tout. Mais là du coup ce système-là, ça permet aussi à des mecs complètement démoniaques, complètement avec des ambitions malsaines, vu qu'ils sont super forts, ou c'est Charnak, je crois, de la brigade qui a sa licence de Hunter, de réussir l'examen juste parce qu'ils sont trop forts, tu vois.
Et ce fait qu'il n'y ait pas de jugement moral, c'est une bonne chose parce que ça développe plein de personnages ambivalents. Mais en même temps, pour le monde en soi, sachant que les Hunters, c'est censé être l'élite, c'est dangereux parce qu'il y a des mecs sanguinaires, meurtriers et tout, qui gagnent tous les droits, pas juste parce que Netero, il les respecte en tant que fort, quoi. En tant que mec fort, bien sûr. Après, on va dire que le problème de ce système d'examen de puissance à la Netero, en fait, c'est que ça néglige certains aspects des Hunters. Où c'est pas seulement la bagarre qui est prise en compte. Comme on l'a dit de base, si on prend Jin, par exemple, Jin, c'est pas un hunter, c'est pas un combattant. Enfin, de base, c'est pas un combattant. Ouais. C'est un hunter qui va découvrir le monde, etc. Et puis, il s'avérait que pour découvrir le monde, il a besoin de combattre. Mais après, tu as d'autres styles de hunter. On va voir plus tard dans l'examen que tu as des hunters culinaires, des trucs dans le genre. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de la force pour devenir hunter culinaire. Ouais, mais est-ce que là, quand vous avez vu l'épreuve de Hunter, quand ils doivent suivre Satotsu, vous avez vu une Hunter qui était présente dans l'arc Chimera Ant, celle qui Ouais, contrôle Ponzu. les abeilles, Ouais. Ponzu. Donc là, toi, tu penses que au final, Ponzu, c'est pas un problème qu'elle ait pas été forte, alors qu'elle s'est fait piétiner par une Chimera Ant. Il lui a tiré dessus, il l'a bouffé comme si c'était un Big Mac. Et pour toi, c'est pas important la puissance en tant que Hunter. Non. C'est pas ça. C'est J'ai qu'à un moment, compris ce que doit tu y avoir voulais des dire, hunters mais il pour faut tous. quand même. C'est qu'à un moment donné, si tu vas aller combattre les Chimera Ant, t'emmènes pas Ponzu. Non, mais déjà, Poke, le mec qui a les flèches, là, il rentre dans le territoire des chimères, c'est un baiser, à un moment donné. Ouais. Mais en vrai, oui. En vrai, Ouais. après, tu Pokel, vois. même lui, il a pas maîtrisé la situation. Mais genre, tu vois, C'était pas de se plaindre. je sais pas si c'est une, je sais pas si c'est une enfin, pas une contradiction, mais genre une complémentarité dans le monde des hunters, c'est que tu as le droit d'avoir énormément de talent, tu vois, mais juste que ça soit pas un talent de force, tu vois. Et quand Netero, il voit le naine Meruem, il voit le naine de Komugi à la fin, là, lui, il comprend, contrairement à Netero, qui peut-être ne l'a jamais compris en 120 ans d'existence, Alors que que lui, c'est un il peut humain y avoir, et Meruem, c'est pas un voilà. homme, ouais. Il comprend qu'il peut y avoir aussi de la force dans autre chose que simplement survivre au milieu d'un marécage où il y a des créatures de fous furieux, quoi. Donc, Exactement. mais du coup, ça crée le débat et ça permet d'avoir des hunters, de la politique en fait au niveau des hunters en mode quel hunter on a envie d'avoir et ça change du coup le format. Bien sûr, mais est-ce que dans certaines épreuves, Netero, il a pas mis en place un peu ce système pour être sûr d'avoir des personnes qui sont un minimum sensées sur ça. Par exemple, la question, le quiz dont Chris a parlé tout à l'heure. C'est un peu ça l'objectif, tu vois. C'est de dégoter des mecs qui sont capables de se dire, ah bah attends, si je dois sauver ma fille ou mon fils, ben je réponds pas, quoi. Il y a pas de, je mourrais peut-être pour les sauver, mais il y a pas de réponse à ça, tu vois. Je peux pas choisir. Ce genre d'épreuve, c'est peut-être pas considéré comme une épreuve en soi, vu que c'est une préévaluation. Mais ce genre d'épreuve, c'est peut-être, on peut peut-être le considérer comme ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, le fait que il doit pas forcément y avoir que la bagarre, mais ça va un peu plus loin que ça, tu vois. Après, c'est pas une épreuve en tant que telle, mais ça reste quand même une pré-épreuve requise pour passer, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, bon, on va dire que bon, Hétéro, c'est pas trop un exemple de sagesse ou quoi, il est mort dans sa bêtise. Hein. Oh là là, attention. Il s'est battu contre un mec qui voulait même plus ta frère. Il voulait juste jouer aux échecs tout le reste de sa vie. Il s'en foutait. Calme la discussion avec Netero, on en parlera quand on va sur les épisodes. Ça viendra. Mais l'idée est lancée. Ah oui. C'est terrible. Oh putain. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Ouais, tu vois, pour en revenir à l'idée d'introduction d'un monde, c'est au moins Togashi, il pose les bases de ce que ça va être, et ça va être clairement un monde de violence. Hein. Ça va être un monde où peut-être que la force n'est pas tout le temps l'attribut numéro 1, mais la force te permet quand même de te sortir de n'importe quelle situation. Exactement. Et c'est une morale qu'on n'a pas tout le temps, parce que souvent, il y a une opposition dans certains shonen entre la force pure et
le courage, la volonté, Le l'esprit, pouvoir de l'amitié. tout ça. Ouais. Dans Hunter x Hunter, le pouvoir de l'amitié, il sert à rien, gros. Hein. Ça bat personne, Il le sert pouvoir de pas à l'amitié. grand-chose. C'est vrai. Il sert pas à grand-chose. Ouais. On l'a vu, hein. Pouvoir de l'amitié contre Hisoka, là. Ah ouais, Gon, il peut être ami avec qui il veut, il se fait choper par le callback, c'est terminé. Vraiment. Ouais. Dernier petit point, après on va passer un petit peu à nos moments préférés des 5 épisodes. On a quand même s'il y a beaucoup de personnages principaux, on a quand même un trio qui se dégage dès le début, entre Leorio, Kurapika et Gon. Moi, je me suis fait une petite théorie. C'est une théorie que j'ai depuis longtemps sur certaines œuvres, c'est que quand il y a un trio en général de personnages principaux, il y en a souvent un qui est le cœur, donc on va dire l'âme du groupe, celui qui est souvent toujours là pour ses camarades. Il y en a toujours un qui est la tête, le stratège, le cerveau. Et il y en a un qui est le corps, genre celui qui va sortir les autres de la merde quand il y a des trucs à faire. Et bon, là, c'est assez évident, c'est Gon le corps, Kurapika le cerveau et Leorio le cœur. D'ailleurs, c'est ce que les ratons, là, je sais pas quoi ils leur disent, ceux qui sont dans la forêt, là. Et je sais pas, moi je vois ça pour Harry Potter, je vois ça pour Seigneur des Anneaux, je vois ça pour pas mal d'œuvres comme ça, où quand il y a un trio, c'est un petit peu tout ça. Où les trois fils du parrain, Sony c'est le corps, Michael c'est le cerveau et Fredo c'est le cœur, c'est genre le faible, le sensible et tout. C'est le plus faible, exactement. Ouais. Et bref, et du coup, ce trio, il est quand même intéressant parce que c'est des personnes qui n'ont rien en commun, à part qu'ils sont jeunes, mais sinon, ils n'ont absolument rien en commun au départ. Ils ont des objectifs complètement différents. Et au final, ils vont quand même se réunir, on va dire, derrière le même rêve qu'ils ont de devenir Hunter. Mais c'est intéressant parce que dès le début, Togashi va planter l'idée que comme ils n'ont pas les mêmes objectifs finaux, une fois qu'ils auront atteint chacun leur objectif de devenir Hunter, donc à la fin de l'arc, ça serait en fait naturel et logique qu'ils se séparent en fait. On n'a pas à être surpris. Et du coup, quand ça a été introduit comme ça, déjà, comment vous aimez pour l'instant la dynamique du trio? Qui c'est qui vous fait pour l'instant le plus kiffer? Et puis, est-ce que vous vous dites, bah ouais, en fait, ça paraît logique une fois qu'on l'a revu de se dire, bah ouais, ils vont se séparer parce que le seul truc qu'ils ont en commun, c'est juste d'avoir ce statut, ce petit badge et puis terminer, quoi. Chris, vas-y, je t'en prie si tu veux parler. Moi, je pense que... Déjà qui est ton personnage préféré du trio, là, au début? Personnage préféré du trio au début de l'œuvre, franchement, Gon, il est vraiment beaucoup mis en avant. Franchement, j'aime beaucoup Gon à chaque fois. Genre, il a toujours une longueur d'avance sur le trio. Même si c'est un trio et que parfois on essaie de les mettre un peu sur le même pied d'égalité, Gon, il est toujours en avance. Même quand ils ont l'épreuve de présélection, là, avec la dame qui demande, faire un choix entre ton fils ou ta fille. Kurapika et Leolio, ils voient juste en donnant pas de réponse. Sauf que Gon, lui, il voit plus loin. Il a vu plus loin que ça. Il a vu plus loin que simplement l'épreuve. Il a vu que dedans, il y avait un choix à faire. Il a vu la préparation. Il a vu que c'était pas la fin, justement, d'être resté silencieux. C'était juste un moyen de se rendre compte que ces choix-là, ils peuvent arriver dans la réalité. Et c'est pour ça que, pour le moment, je préfère Gon, vu que c'est lui qui est le plus mis en avant, quoi. Moi, je suis team... Vas-y, Madou, moi, je te dis juste, moi, je suis team Leorio, parce que c'est clairement le personnage le plus drôle du trio. Et tu sens que c'est le mec qui... Vas-y, lui, c'est un galérien, il va devenir Hunter juste avec de la chatte, parce qu'il va se faire aider dans tous les sens par tout le monde. Mais vas-y, il me régale. Et puis, devenir Hunter juste pour se faire du fric, c'est quand même incroyable. Vas-y, Madou. C'est incroyable, mais après, on découvre son vrai objectif. Et là, ça devient un peu plus esprit shonen, tout ça, émotion. Certes. Donc ça devient sympa. Vas-y, moi je vais combler un petit peu vos choix. Moi je vais dire que c'est Kurapika, les gars, parce que dès le début, Kurapika, on voit qu'il est déterminé comme never. Quand le capitaine du bateau, il lui demande quel est ton objectif, lui direct déjà ses réflexions stratégiques, il dit moi je te dirai pas mon objectif parce que j'y vois pas l'intérêt et ça va peut-être se retourner contre moi. Donc tout de suite on le voit réfléchir. Il est hyper carré, il a un sang-froid de malade mental. Et la phrase qu'il lâche là, je ne crains pas de mourir au fond de moi, je ne crains qu'une chose, que ma rage s'estompe un jour. Quand on sait ce qu'il fait après à la brigade, les gars, c'est magnifique. Et même
Kurapika, il est quand même intelligent, comme l'a dit Pierre tout à l'heure sur sa théorie. Il représente quand même la tête dans le trio. Et moi, au niveau de sa réflexion stratégique, je kiffe. Et encore plus quand tu connais les arcs qui vont suivre, et surtout le dernier arc. C'est un Parce que le génie. dernier arc, du coup, qui est pas. Voilà, c'est exactement ça. Bon, après, il va se développer en tant que personnage tout au long du manga. Mais dès le début, on sent quand même qu'il y a une réflexion stratégique qui est présente. Un peu comme Killua, quand on le voit dès le début, tout de suite, il est très, très lucide, réflexion stratégique, il fait pas de choses inutiles. Quand il demande à Gon quel âge il a, Gon répond 12 ans, lui, il lui répond pas, mais dans sa tête, il se dit, oh, on a le même âge, alors qu'il aurait pu dire, ah, moi aussi. C'est un peu le même type de personnage, Kurapika. Et moi, c'est pour ça que dès le début, il me fait kiffer. Et les yeux rouges, là, ça fait penser au Sharingan. Moi, c'est des petits clins d'œil comme ça qui me font vibrer fort, quoi. Bah ouais, Kurapika, c'est souvent, on va dire, c'est le personnage préféré, à part Hisoka, peut-être des fans en général. Et tout le monde était vraiment triste de ne plus le voir après Yorkshin, parce que vraiment, il prend. Quand il est personnage principal, on va dire personnage central, il se passe toujours des intrigues de fou malade parce qu'il Mm. réfléchit beaucoup plus vite que la moyenne. Mm. Et son introduction, elle est épique parce que il dévoile ses objectifs et en même temps sa manière de fonctionner en deux, trois phrases, quoi. Et, et c'est vrai que l'épreuve des choix, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être la scène la plus importante de ces 5 premiers épisodes parce que Exactement. en fait, elle résume non seulement ce qui va être difficile dans leur carrière de hunter, c'est-à-dire faire des choix impossibles, et enfin, Kurapika et Gon, en tout cas tous les deux, ils auront des choix impossibles à faire. Kurapika entre ses amis et sa vengeance, et Gon entre sa vengeance justement et ses amis. Et Kurapika va faire le bon choix et Gon ne fera pas le bon choix. Et, et en même temps, ça en dit long sur la personnalité de chacun. Leorio, il pète les plombs parce qu'il se dit qu'on se fout de sa gueule. Il réfléchit vraiment terre à terre. Kurapika, il comprend dès le début qu'il y a un problème. Et Gon, un petit peu maladroitement, enfin sans faire exprès, parce qu'au final, il a la tête qui fume et il n'arrive pas à répondre. Mais il Mm. est déjà dans moralement, qu'est-ce que je devrais faire. Il se pose quand même la question du choix impossible, quel choix je dois faire. Et ouais, on est au deuxième épisode et on voit déjà en fait la personnalité de chacun et comment ils peuvent évoluer. Ça, c'est lourd. La Après, complexité des personnalités de ouf. euh, Vas-y, Chris, je t'en prie. pour mettre un point d'appui sur Gon aussi, il y a la petite épreuve de présélection là qui m'avait fait bien rire aussi, avec j'ai oublié comment ça s'appelle, les gens qui les ont emmenés Ouais, sur l'île où Allez, va se passer l'examen. les, ra- les ratons, Ouais, ouais, c'est les ratons là. les ratons raton renard. renards. Ouais. Ouais, Raton voilà, c'est renard, ça, bien vu. les ratons renards. Les ratons renards, quand ils vont pourchasser un des ratons renards là, qui avait pris sa fille, du coup, qui avait pris sa fille, et qu'après il tombe nez à nez face au raton renard et lui dit, mais t'es qui toi? C'est vrai, ça m'a fait rire quand j'ai revu ça. Ça m'a fait vraiment rire. Et le Il était raton, à il deux pète doigts les de se... plombs, hein. Il se dit, mais Il pète les plombs. c'est qui cet animal-là? Il Il était à pète les deux doigts plombs. de se faire empaler, Gon. Il l'a regardé, il lui a dit, mais t'es qui? Il lui a dit, comment ça, je suis qui? Non, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que on pourrait peut-être potentiellement nuancer, parce que Pierre, tout à l'heure, il avait dit que pour lui, le cœur, c'était Léolio, et Gon, c'était le corps. En gros, c'était la puissance de frappe. Gon, c'est aussi beaucoup le cœur, hein. Bien sûr. Donc, on peut le mettre dans les deux catégories, parce que c'est lui qui rassemble un peu les gens, tu vois. C'est un peu un Bien Monkey sûr. D. Luffy, tu vois, il rassemble tout le monde. Et tout le monde le kiffe. Et quand il fait ses promesses en serrant le petit doigt, là, tout le monde le kiffe, tout le monde tombe amoureux de lui. Donc, en soi, lui aussi, très, 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 très dans l'émotion vis-à-vis des autres. Mm. Moi, j'ai une dernière par rapport à Gon, justement. Il y a un truc j'ai essayé de m'appuyer du coup sur, comme ça, pareil, ça doit être la 4 ou 5e fois que je revois ces épisodes-là. Il y a une chose qui me frappe dès le début, et c'est particulièrement dans la scène où il saute pour sauver le marin. Et on voit sa gueule là, genre il ouvre les yeux comme Gato. s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était en mode de, ouais, vas-y, nique sa mère, tu vois, c'est Mm. normal. Et en fait, quand Leorio et Kurapika ils le rattrapent, ils le ramènent sur le pont, tous les deux ils lui disent, mais t'es un malade, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu te noyer, on aurait pu ne pas te rattraper. Et lui, sa réponse c'est, ouais, mais vous m'avez rattrapé. Et en Mm. fait, ça, je pense que c'est une des caractéristiques les plus dangereuses peut-être de Gon et en même temps les plus attachantes,
c'est que c'est quelqu'un qui se soucie pas du tout il se soucie justement que des conséquences de ses actes. Il ne voit que le résultat parce que c'est un enfant, parce qu'il n'est pas mature et tout ça. Mais du coup, Carrément. ça en fait aussi quelqu'un qui, pour un certain résultat, peut être prêt à mettre en place tous les moyens possibles, y compris ce qu'on verra plus tard, beaucoup plus tard, juste parce que c'est un gosse et il se dit j'ai une idée en tête, ça je veux tel résultat, je veux sauver Katsuo, du coup nique sa mère, je peux sauter quitte à me noyer comme une merde. Et dès le début ça s'est mis en place et du coup on sait pas trop où se placer avec Gon parce qu'on se dit vas-y c'est un enfant, c'est normal que tu vois il soit attachant comme ça et en plus vu qu'il est super puissant, en général il arrive à faire ses bails, mais par la suite, La réalité, on se rend compte elle que va venir toquer à la on se rend porte. compte que c'est un défaut parce que le jour où il n'a pas les moyens justement d'arriver à un résultat qu'il veut, on sent qu'il va s'obstiner, quitte à tout détruire sur son passage, quoi. C'est vrai. Carrément. Et on le ressent aussi dans le fait que Gon, il fait beaucoup de promesses sans être sûr de pouvoir les tenir. Mais pour lui, il va les tenir. Alors que, comme Mm. tu as dit, tu vois, en fait, il se base que sur le résultat en disant, vas-y, je veux que ça arrive, donc je te fais la promesse, ça arrivera. Mais il ne sait pas ce que ça va lui en coûter d'arriver jusqu'à ce résultat-là. Quand il fait la promesse à Mito, lui dire, ouais, t'inquiète pas, je vais réussir l'examen Hunter, il n'y a qu'un nouveau Hunter sur Tous les tous les 3 ans. 3 ans Ouais. c'est ça, tous les 3 ans, j'allais dire sur 3, qui réussit l'examen du premier coup, donc il ne sait pas ce qui va arriver. À la fin, quand il se fait péter le bras par Hanzo, ben, en soi, à tout moment, il aurait pu abandonner. Et plein de fois, il fait des promesses comme ça tout au long du manga. Et ça, c'est ce que tu dis, ça révèle clairement le fait qu'il a une personnalité qui est en soi, qui peut être intéressante quand tu es un utilisateur de Nen, parce que le combat, il est jamais juste en fonction il est jamais destiné en fonction juste des puissances des autres. Il peut arriver plein de choses, le contexte, l'analyse, tout ça. Mais en soi, c'est exactement ça. Ça va le mettre dans des situations qui vont être terribles parfois. Et des fois, il va passer à ça de se faire fumer. C'est beaucoup trop dangereux pour lui et pour ses proches. Et c'est ça qui est terrible. Comme tu as dit, c'est une des meilleures, une des meilleures facettes de sa personnalité, comme c'est une des pires en vrai dans ce manga. Parce que ce manga, il pardonne rien du tout. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Moi, vite fait, avant de peut-être te laisser parole à Chris, j'ai relevé 4 situations où, en fait, juste son orgueil, en tout cas, le fait que il se soucie pas du tout en fait, de la portée de ses actes, ça va le mettre vraiment en danger de mort tout au long du manga. J'ai relevé la fois où il va combattre contre Hisoka à la Tour Céleste parce que au final c'est juste de l'orgueil pour aller rendre son badge ou se tester. Sauf que Hisoka, les 9 combats qu'il a gagnés, il a tué tous les mecs qu'il a affrontés. Et si Hisoka il avait pas un petit crush sur Gon, il l'aurait peut-être buté pendant ce combat et ça aurait été terminé parce que Hisoka il était largement trop dangereux pour Gon. J'ai noté quand il fait le bras de fer contre Nobunaga et qu'il s'énerve contre la brigade alors qu'ils auraient pu le tuer Exactement. encore une fois. Et Feitan, il était pas loin de le tuer, c'était un pile ou face où il lui casse les bras. Tu vois. Et Mm. ça aurait été Killua qui faisait le bras de fer, il se serait jamais énervé comme ça pour un truc aussi futile, tu vois. Et ça, normalement, ça pardonne pas, mais Gon, il a de la chance. J'ai noté le match de balle au prisonnier contre Razor, où il va jusqu'au bout de ses limites pour gagner une carte, tu vois, parce que dans sa tête, il se dit, bah ouais, c'est le seul moyen de retrouver mon daron, de finir le jeu, du coup, je suis prêt à aller jusqu'au bout, quitte à mourir. Et s'il prend la balle de Razor dans la gueule, quand il tombe évanoui, là, c'est terminé, pareil, il est mort. Et la Ah, elle dernière fois, explose, hein, la tête. bien sûr, c'est contre Pito, parce que contre Pito, il va mettre en danger sa vie, tout son naine et ses amis, juste parce qu'il n'accepte pas d'avoir perdu Kite, quoi. Bah, tu vois, moi j'ai relevé un autre moment aussi que je trouve intéressant dans Grid Island, c'est quand il se bat à la fin contre Boomer Mm. et que il n'a pas suivi le plan à la lettre parce qu'il voulait juste savoir s'il était capable. Et au final, il perd quasiment un poignet, il perd une main. Et ben, en soi, est-ce que Gon il a réfléchi au souffle de l'ange avant de faire ça, qui va le soigner? Je pense pas, tu vois. Et comme tu as dit, c'est comme tu as relevé toutes les situations, je pense que ça fait partie aussi de sa personnalité téméraire, cet instant précis, mais on le verra plus tard au final. Après, quand tu as parlé de ça Et aussi, c'est j'ai pensé exactement à, ça.
à deux autres moments. Au moment où il va chercher Killua dans le domaine des Zoldyck. Ouais, pareil. Oui, dans C'est le de la domaine des folie. Zoldyck. Ouais, c'est de la folie. Ah Juste parce ouais, qu'il ah juste parce ouais, qu'il dit je veux voir mon ah ami. ouais. Ouais. Ah ouais. Oh, Non. Il va dans le domaine des Les plus grands Zoldyck. assassins de ce monde, c'est vrai, je suis un ouf, j'ai pas pensé à ça. Mm. il voit Mickey, puis après Et il se dit ouais bah au calme, c'est pas grave, j'y vais il, quand il, même. Ça va être mon il croit pote. il croit c'est Scooby-Doo. C'est Beethoven. Vraiment. Scooby-Doo, il a dit. Non mais c'est ouf. Mais même Silva ou Zeno, s'ils avaient voulu tuer un intrus, ils l'auraient désintégré en 2 secondes et terminé quoi. Mais C'est ça, vrai. ça aurait pas duré une seule seconde, exactement, tu vois. C'est vrai. S'ils étaient pas d'accord avec le fait que Killua, il ait des amis, ils l'auraient fumé, plus personne les aurait vus. Killua, C'est il aurait vrai. jamais appris qu'ils étaient là, c'était fini. Ça, c'est un autre bon débat aussi. C'est pour ça que j'ai vraiment la haine que le Love continue pas. C'est qu'il y a toute une intrigue autour des Zoldyck. Ça me rend fou. C'est terrible, Ça me rend terrible. fou. Il y a une Le grand, intrigue autour de cette famille. le grand-père Zoldyck qui se battait à armes égales avec Netero à l'époque où Netero, c'était l'homme le plus grand utilisateur de naine du monde. Oh là là, c'est Vraiment. terrible, terrible. Ça me rend fou. T'avais un deuxième moment, Chris, on voyait Gon se mettre en danger enfin pas pour rien, mais on va dire sans réfléchir. Bah moi, je pensais juste à la fin de l'examen, Ouais. où il va voir Illumi. Il va voir Illumi et il lui broie la main. Il lui chope le bras là. Il lui chope le bras. Il lui a dit, c'est la dernière fois que tu fais ça, Gon. ou sinon quoi? Ou alors quoi, Oh, monsieur? Illumi, s'il s'était énervé comme sur la montagne avec Hisoka là, je pense que tout le monde serait tombé dans les pommes. Akidero, ça aurait été terrible. Vraiment. Mais ouais, C'est- ouais, il est inconscient, ce petit. Mhm. Il est Mais il se rend- il se inconscient. rend- Au il se rend- final, C'est normal parce que pendant 12 ans, il a vécu sur l'île de la Baleine. Le seul truc qu'il connaît, c'est que son père, il voulait devenir hunter, mais c'est pas le genre de personne que c'est, les hunters, tu vois. Il se Non, dit, c'est lui, vrai. c'est juste des mecs que le métier doit être cool parce que mon daron, il m'a abandonné pour ça. Mais il se rend pas compte que voilà, dans les hunters, il peut y avoir des mecs que si tu les regardes de travers, ils te découpent en deux et terminé, tu vois. Et en plus, enfin, après, on le verra, mais tout au long de sa formation, de son entraînement, il n'a jamais vraiment reçu de bons conseils au niveau moral, au niveau psychologique pour le remettre dans le droit chemin. Parce que en fait, il a été C'est que vrai. entraîné par des gens qui avaient, entre guillemets, qui étaient impressionnés par sa puissance, mais qui avaient peur de son potentiel. Et tout au long de l'œuvre, on va avoir que des gens qui font des remarques en mode, ben, c'est quelqu'un qui ne distingue pas le bien du mal, c'est quelqu'un qui juste est intéressé, curieux des choses, mais qui, si jamais il y a un truc qui ne va pas dans son sens, il est capable de complètement péter les plombs, quoi. Et il y a que Kaito qui lui fait une remarque comme ça, et au final, quand Kaito il crève, on voit très bien que c'est ce qui arrive. Il y a que Kaito qui a pris un petit peu la place du daron, parce qu'en général, dans la vie, c'est ton daron qui te fait les leçons de morale comme ça, comment tu dois te comporter dans la vie. Il y a que Kaito qui l'a fait une fois. Kaito, disparition. Gon très énervé. On le voit, ça, c'est terrible. C'est terrible. Et ouais, et dans les moments où Gon est complètement inconscient, on est allé très loin. Mais au final, dans les 5 épisodes qu'on a regardés, là, au niveau du marécage, Killua dit à Gon, viens, on se rapproche du juge. Moi, j'ai pas envie d'être vers Hisoka. Il Ouais. est bizarre, il est dangereux. Gon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va vers Hisoka pour se battre avec lui. Et à la fin, il explique à Kurapika que ce combat l'a excité dans le sens où il avait peur de mourir. Donc, ouais, vraiment, les 5 premiers épisodes, ils posent les bases, selon moi. Ils posent les bases de toutes les personnalités. On voit Léolio qui est sanguin, il part, il revient pour se battre contre Hisoka. Au final, il se fait monter en l'air. Gon, pareil, il est là, il veut pas abandonner, il va vers le danger. Kurapika, dès qu'on lui dit cours, il court de ouf, il est très très lucide. Et Killua, pareil, quand il dit on va se rapprocher du juge, lui, il court vers le juge parce qu'il sait que la situation, il ne la maîtrisera pas. On voit très bien comment les personnalités se dessinent dès les 3 premiers épisodes, même. 3-4. Non, du coup, ça, c'était le 5e. Dès les 5 premiers épisodes. C'est pour ça que c'est intéressant de les regarder les 5. Mais j'ai l'impression que dans le trio, en fait, de base, ils ont toutes ces caractéristiques communes d'être un peu fou, d'être un peu inconscient du danger. Même Kurapika, j'ai l'impression que même s'il a des plans ficelés, mais c'est des plans assez Risqué. suicidaires, quoi. Ouais, plus que risqué, même Après, suicidaire. Ouais. Après, du coup, c'est ça vraiment dépend de l'ennemi. Ouais, mais ça reste la. Du coup, ça définit le hunter en tant que tel, tu vois. C'est qu'il plonge dans l'inconnu, même si
il se rend pas compte Mais du danger, tu vois. je sais pas, tu vois, quand Léodio il met une droite à Jean, Ouais, il a pas peur de la mort. Il a pas peur de la mort. tu vois, quand il Il met a une un droite des à... 12 zodiaques, le daron Vraiment. de Gon, il a pas peur de la mort. Mm. Et Clairement après, pas. ensuite, je me souviens plus vraiment de la situation quand Kurapika, il attrape Von, mais je crois qu'il c'était pas le seul membre de l'araignée qu'il y avait. Hein. Et bien sûr que Euh, non, il l'attrape non, alors que ils étaient Ouais, 6, ouais, 6 ou 7, ouais. ouais, ils, ouais, ils étaient en train de jouer aux cartes au-dessus, les Ouais, autres. c'était le gang qui ouais, avait fait le braquage et ils étaient, ouais, il y avait Machi, Feitan, Charles Narc, Franklin. Euh, c'est opération suicide. Ah, mais clairement, Nobunaga, il y avait aussi. Parce qu'après, c'est mhm. eux qui sont dans la voiture et ils défoncent les restes des bêtes de l'ombre, voilà. Mm. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais ce qui est ouf, c'est qu'au final, tu vois, ça définit, ouais, en vrai, je trouve que ça définit bien ce qu'est un hunter, parce que quand Netero il va pour se taper contre le roi des fourmis, c'est par pure excitation de combat. Il C'est pour sait, C'est se vrai. mettre en danger, tu vois. il sait très bien parce qu'il y a une des premières Chimera Ants qui parle, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, celui qui, Colt. Ouais. Coluto, il lui dit clairement, il montre son aile Netero et Coluto, il dit clairement à Netero, t'arriveras même pas à attaquer le roi parce qu'il y a un de ses gardes royaux qui va te tuer. Et là, Hmm. Netero, il rigole. Et c'est vrai, bien joué les gars. C'est vrai, Et c'est franchement, exactement ça. Hisoka dans le manga, il poursuit Chrollo, mais en plus, il se jette dans la gueule du loup, tu vois. Mais Hisoka, juste parce qu'il est trop focus sur affronter des forts, etc., à tout prix, il va droit dans le piège de Chrollo et il se fait tuer, tu vois. Et tous les hunters, j'ai Mm. l'impression, ils sont comme ça, c'est des fous furieux qui, juste pour accomplir leurs objectifs, ils sont capables de tout, quoi, quitte à mourir. Bah ouais, et c'est peut-être pour ça aussi que il a peut-être fait un lien étroit entre le fait que Killua il ait loupé son premier examen de Hunter et ça. Hein. Peut-être parce que Killua, à la base, Il était pas assez fou. c'est un mec qui est pas Ouais, assez fou de base. Trop ouais, rationnel, hein. Un mec qui est pas ouais, c'est assez vrai, il fou. était bridé. Trop rationnel. Justement, il était rationnel. Et après, on l'apprend. Hein. On l'apprend pourquoi. Ouais, Ouais, à cause de l'aiguille. Ouais. Mm. ouais, c'est Mais, ouf. euh, mais ouais, franchement, moi, ça m'a triste de savoir que ça va peut-être jamais reprendre. Il y a trop d'intrigues. Parce que C'est terrible. au sein de l'araignée, au tout premier épisode, quand Kurapika il donne son but, on dit que la brigade fantôme, c'est des ennemis c'est des ennemis de classe A. Mm. Il y a une Ouais. classe encore au-dessus. Mm. Ouais, bah, Ouais, il y a deux classes Mm. même. Il y a classe S et classe SS, non? Il n'y a pas de double S? Peut-être. Franchement, je sais pas s'il y a double S. Ouais, je crois que les Parce que fourmis ils sont S et qu'il y a encore pas- au-dessus, genre les SS, fléaux je là. crois bien. Eh ben, parce qu'en fait, moi, j'avais vu quelque chose concernant tous les fléaux. C'était dans un des scans que Togashi avait dessiné. Et en fait, il dessinait un tableau présentant tous les fléaux. Et dans ces fléaux-là, du coup, il y avait les chiméras ants. Et les chiméras ants, ils faisaient partie des fléaux. Et il les notait en fonction de leur dangerosité, euh, leur, euh, leur capacité à se reproduire, leur toxicité et tout ça. Leur puissance brute. Et je crois bien qu'il y avait un des fléaux qui avait atteint SS, la notation SS. Je suis pas sûr, je revérifierai, mais ça me dit vraiment quelque chose. Hmm. Et ouais, les mecs, c'est-à-dire il y a des fléaux, on saura jamais de quoi ils sont capables. Ah C'est non, vrai. ça, En plus, ils partaient tous sur le bateau là, ils partaient tous sur le continent interdit, le continent maudit. Donc là, c'était clairement pour la bagarre, la vraie bagarre quoi. Mm. Non, c'est terrible. Bon les gars, avant de se quitter, je vais vous poser une question qui va devenir classique. Ça va être un choix difficile à faire, mais sur ces 5 épisodes, quelle a été votre scène, votre moment préféré et quel a été votre MVP? Je vais commencer comme ça, vous avez le temps de réfléchir un petit peu. J'ai dit que la scène la plus importante, c'était celle du choix de l'énigme, mais ma scène préférée, c'est quand Satotsu, ils sont arrivés au-dessus des escaliers et qu'il y a le faux Satotsu qui essaie de les tromper, etc. Et que Hisoka, tu vois juste des cartes volées, trancher le faux, et elles sont rattrapées avec une dextérité d'expert par le vrai Satotsu. Et Hisoka qui dit, bon, ben voilà, la question est réglée, alors que tout le monde était prêt à tomber dans le panneau. La question, elle est vite Et répondue. que lui, il dit, bon, bah voilà, les faibles meurent, les forts survivent. Lui, il est fort, il a rattrapé mes cartes, donc c'est un hunter, donc c'est lui le vrai juge.
terminé. Et quand tu sais qu'Hisoka, il a trucidé un juge de l'année d'avant, tu te dis qu'en La fait, loi il du s'en plus bat fort. vraiment les couilles. Il en a rien à La loi foutre. du plus fort. Et cette scène-là, elle m'a fait kiffer de ouf. Et mon Et MVP ton pour les MVP? 5 premiers épisodes, je pense que je vais pas lui donner si souvent que ça, mais je pense que c'est Gon quand même parce qu'il fait quand même de belles masterclass sur ces 5 premiers épisodes, mis à part sa défaite cuisante contre Hisoka. Là, il y a toutes les qualités de Gon qui sont, on va dire, à l'écran pendant 5 épisodes. Ses instincts surnaturels, son sixième sens pour les choses, sa force physique brute, son sens de l'honnêteté, de l'amitié, le fait que ça soit un garçon vraiment joyeux, jovial, toujours prêt à aider les autres. Sa rencontre avec Killua, qui est tellement simple, mais en même temps tellement iconique. Et juste ces deux gosses voilà, qui se rencontrent. Ton skateboard, il est cool, ta canne à pêche, il est cool. Viens, on est amis, et puis terminé. Bon, voilà, Ouais, c'est mais un gros, là, tu prends tous les moments des 5 premiers épisodes. Désolé, non, mais Très... désolé, mais c'est vraiment un garçon hyper attachant. Et du coup, voilà, lui, ça va être mon MVP et peut-être la dernière fois de tout l'animé, je sais pas encore. Je vous laisse maintenant me dire ce que vous avez kiffé particulièrement. Tu veux y aller ou tu veux que je parle? Vas-y, je vais y aller si tu veux. Je t'en prie. Pour moi, le moment que j'ai préféré, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est quand God il arrive face au raton renard, il lui dit t'es qui toi? Quand il lui a dit t'es qui toi? En vrai, Exceptionnel. c'était tellement marrant et en fait, ça on explique tellement sur le personnage que en fait, t'as l'impression qu'il fait pas la distinction, il faisait pas la distinction entre un humain lambda et puis le raton renard. Pour lui, Ouais, de ouf. c'était juste des êtres vivants comme ça. Enfin, tout le monde il y a que des êtres vivants en fait. Il fait pas de distinction. Et sinon, le moment le plus important, je pense, ça a été vraiment. Je vais prendre toute la première épreuve, quoi, toute la première épreuve de l'examen de Hunter, vu on commence à voir un peu les premiers liens qu'il y a entre Killua et Gon. Ouais. Ouais, voilà. Pour moi, ça va être ce moment-là. Ouais. Et ton MVP? Ouais. Et mon MVP, c'est Gon. Ouais. Fois, c'est Gon. Normal. Il va pas être très objectif, je pense, Chris, sur quel est le MVP à chaque fois. Non, Il y aura peu d'objectivité sur quel est le MVP à chaque fois, je pense, toi. Toi, ça va être vite vu, God, Killua, Non, je peux dire parfois sortir un Léolio ou des trucs d'un jour, mais pour le moment, je suis sur les 5 premiers épisodes. Après, non, en même temps, c'est faut mettre obligé. les bases du manga. C'est exactement ça, c'est les 5 premiers épisodes. Donc, en soi, Gon, c'est censé être le protagoniste le plus important. Forcément, ça va être lui le MVP de tout le monde. Alors moi, mon moment préféré, je dirais que c'est vraiment la scène sur le bateau dès qu'il y a la tempête qui arrive. Parce que moi, vraiment, les gars, quand Kurapika dit la seule chose que j'ai peur dans ce monde, c'est que ma rage s'estompe. Vraiment, ça m'a donné des frissons. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de frissons parce que je regarde pas souvent de nouveaux animés, tout ça. Et quand je le fais, c'est jamais des trucs de ouf, malheureusement. Et là, c'est une phrase, je m'y étais pas assez attardé. Et après, le combat entre Léolio et Kurapika qui dure exactement 10 secondes. Léolio, ce bandit, il sort un couteau, là. On dirait c'est un mec des quartiers de Birmingham. Vraiment. Ça m'a fumé, j'avais zappé ça. Son petit couteau de merde, là. Son couteau suisse, là. On dirait les coups de la drill. Mais c'est un malade. Il s'écrit dans Peaky Blinders. La vie de homme, il écoutait de la drill, là. Je sais pas comment il s'appelle, là. Le mec qui a quitté avec Freeze, c'était naze. Et ouais, Gon qui saute pour récupérer Casto, là, le matelot. C'est super beau. C'est magnifique. Parce qu'en fait, on voit que Kurapika et Léolio, ils essaient de l'attraper, mais ils restent quand même censés dans le sens où ils attrapent leurs bras. Ils se lancent pas dans le vide, quoi. Ils essaient de l'attraper, ils n'y arrivent pas, et tu vois Gon qui saute comme ça. Et tu sais que ça va il y a des scènes malades qui vont arriver suite à ça. Et moi, je vais dire que mon MVP, c'est Gon aussi. Mais je peux dire aussi Kurapika pour ça. Mais je vais quand même dire Gon parce que les mecs, c'est le début du manga. Et Gon, on voit très bien comment il commence le truc. Le parallèle qu'il y a avec son daron Jing. Et après, des parallèles qu'on va pouvoir faire avec des mecs qu'on n'a jamais vus dans l'animé, là.
des mecs qui s'appellent Fricks, là, les Don Fricks, les bougs là, qui se baladent sur le continent maudit, comme s'ils se baladaient au centre-ville de Reims ou je sais pas où, là, à Châtelet. Ils se baladent à Châtelet, là, ils se baladent sur le continent maudit, comme si ils avaient aucun problème. Et je pense que il doit y avoir il y a une question de- d'affiliation dans le manga. Hmm. Affiliation de puissance, quand tu vois que Killua, il va devenir super chaud. Pourquoi? Parce que c'est un Zoldyck, que tous les Zoldyck sont super chauds. Gon, c'est un Frix, donc il va devenir super chaud aussi. En fait, on peut que se dire, vas-y, ça va être incroyable. Ouais, Kurapika, c'est un, Ouais, c'est même un, des- c'est même un la mec lignée des des. Kuruta, hein. Parce C'est que, ce que j'allais dire, pas, pas, Kurapika avec les Kuruta. parce qu'ils ont tué tout le monde, la brigade, mais ils ont dit que c'était très très chaud. Mais c'est la brigade en plus, c'est Ouais. la Ouais, brigade et fantôme, c'est pas n'importe qui les ouais. a fumés. Ouais, la Et brigade a dit que c'était très très chaud de les tuer. on sait pas comment ils les ont tués, on sait pas s'ils les ont tués en traître, on sait pas s'ils sont arrivés de face, on sait pas si Kuroro il a utilisé un pouvoir spécial. Donc ouais, l'affiliation elle est archi importante et là on hmm. sait que ça pose les bases, on sait qu'il y a des mecs sérieux là qui arrivent dans le game. Et Beyond Netero, hein. Beyond Netero, mais putain comment j'ai pu oublier Beyond Genre, Netero. même les Zoldyaks, ils sont sûrs devant lui, hein. Alors que Bien sûr, c'est le fils de Netero-san, mais... c'est le fils de Netero, mais Netero il était quand même à la moitié de sa puissance, je crois, à la fin du Ouais, manga quand il a affronté Meruem. c'est ce qu'il disait. La Ouais. moitié de son apogée, quelque chose comme ça. Donc, t'imagines bien qu'il y a des Zoldyaks qui devaient être plus forts que lui, Netero. Donc, ça veut dire que Beyond Netero, il est potentiellement plus fort que certains Zoldyaks en question, là. Ah, les gars, Ah, vraiment, c'est chaud. En vraiment, on plus, va aller. Moi, c'est risqué de faire des trucs père-fils dans les shonen, parce que souvent, c'est archi risqué. tu vois, ça paraît pas mérité d'avoir telle puissance, ou c'est difficile de gérer le moment où le père et le fils ils se rencontrent ou quoi. Et des C'est fois, ça, genre, c'est mal fait, des fois. Genre, moi, je me rappelle quand j'avais vu DPZ la première fois, quand il mettait ah, Gohan comme ça, comme un cheveu sur la soupe, genre, ah, Goku un fils maintenant. Ah bon? Et genre, ah Gohan, ouais. tu vois, l'introduction, elle était vraiment étrange. Et, et là, au final, bon, Togashi il va bien le faire la rencontre, Bah, parce c'est qu'il ça. il dédramatise de fou, quoi. Mais c'est vrai que au moins Gon, ça paraît. Ok, Il- il est OP dès le début, mais il n'est pas non plus direct dans les meilleurs de ce monde, quoi. Il est quand même très très loin du top et du sommet de la piraterie, quoi. Tu vois, quand Mm. il se bat contre Hisoka, même à la Tour Bien Céleste, sûr. il est encore à des années-lumière des meilleurs. Ouais. Bah, Bah, de toute façon, des années-lumière, ça exactement. s'est Et vu puis, dans son classement, hein, dans la tour. Ouais. bah, bien sûr, bien sûr. Et comme tu as dit, le lien père-fils, il est compliqué parce que il faut bien un moment normalement où le fils va dépasser le père, tu vois. Et ça arrive dans tous les mangas. Naruto qui dépasse Minato, il devient plus rapide que lui. Euh, Gohan, il était censé dépasser Sangoku, hein. Il était censé SSJ2. dépasser Sangoku quand Et là, SSJ2 c'est quand il se bat neuf. contre Cell. Et ouais, Et là, il fait. le Après, il a BDE, pris, le après, il a BDE. pris ses cahiers, ses crayons. Vraiment. Gohan, c'est devenu Hélas, un mec du quoi. BDE, il est parti en WEC Vraiment. là. Ah non, c'est terrible. Il a dit ça sert Vraiment. à rien la bagarre. Il a dit Hélas. un peu d'abdos, je gagne tout dans la vie. Non, mais c'est ça, c'est super compliqué à gérer. Et là, tu sais qu'il était censé le gérer correctement. Donc, c'est ça Ouais. qui te fout encore plus les boules, quoi. Tu sais qu'au final, tu verras pas de confrontation directe de puissance entre les deux, tu sauras pas. Mais au final, c'est stylé, Et puisqu'on voit là, l'aventure du ouais, fils, et maintenant, on voit l'aventure du père, genre après, quoi. ouais, Maintenant, ça ouais, c'est c'est focus vrai, c'est sur vrai, le c'est vrai. daron, et genre Gon, ça se trouve, on le verra plus jamais. C'est incroyable quand tu penses. Bah, Gon, comment il va retrouver son haine, c'est compliqué un peu, hein, on sait pas. S'il va être capable, si. C'est hop. Ok, bon les gars, on va essayer de pas trop durer, parce que si on fait 1 heure et demie tous les 5 épisodes, on va pas s'en sortir. On régale en tout cas de commencer cette série. J'espère qu'on va pouvoir enregistrer régulièrement, puis se refaire plaisir en regardant encore une fois l'animé, qui est quand même un des meilleurs animés des années 2010, si ce n'est le meilleur. Ils ont rendu hommage à l'œuvre de Togashi d'une manière exceptionnelle, il faut quand même le souligner. Madhouse, travail incroyable. Allez voir ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'animation de 99 qui contient des scènes pépites, des OST pépites. Il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui, mais c'est quand même pour l'époque du très très bon travail et une approche aussi différente du manga qui fait que on n'a pas forcément les mêmes scènes qui sont montrées et la même ambiance qui est posée. Donc voilà, en tout cas, régal, impatient de se retrouver pour les épisodes 6 à 10. Et puis, les gars, merci encore. Et puis, on se retrouve rapidement.
Merci à toi, mon ami Pierre. Merci à toi, Chris Salut. Nakama. Ouais, vraiment, ça va être un plaisir de regarder les 5 autres épisodes là. Pour la 5e fois, on va regarder Hunter x Hunter. Why not? Totalement. C'est toujours un plaisir de regarder Hunter en vrai. Toujours. On est là pour se régaler de toute façon. Merci les gars, et puis on se capte rapidement. Ciao. Ciao.